Bonjour mes élèves, dans le cadre de préparation à l'examen national qui se déroulera bien sûr comme vous savez début du mois de juillet 2020 et pour vous aider à préparer, je vous propose pour ce but des vidéos de soutien de cours et des questions qui peuvent être susceptibles de se poser à l'examen selon les cadres référentiels. حسب الأطر المرجعية. Ça veut dire que ces questions-là, elles ont une forte probabilité de se poser parce que c'est le lien qui vous lie entre le ministère et l'élève, c'est-à-dire les cadres référentiels. يعني الأطر المرجعية هي اللي ممكن تساعدكم باش تعرفوا داكشي اللي خص تراجعوا واللي ما خصش تراجعوا. Parfois, il y a des élèves qui entament des choses qui sont hors de programme, que ce soit des exercices ou que ce soit les questions de cours. Donc, pour ce but, je veux vous aider et je vais commencer par le premier domaine principal, c'est-à-dire que le programme est subdivisé en plusieurs domaines. Je vais commencer par le premier domaine principal de la physique et qui se divise lui aussi en deux sous-domaines. Et je vais commencer aujourd'hui cette séance par le sous-domaine 1 qui traite les ondes. Et qui est divisé en trois parties. Ça veut dire les ondes mécaniques progressives. Deuxième partie, les ondes mécaniques progressives périodiques. Et troisième partie, les ondes lumineuses. Tout d'abord, on va commencer à la barakatillah par les ondes mécaniques progressives. Donc, petit 1, les ondes mécaniques progressives. Les ondes mécaniques progressives. Donc, ce que vous devez savoir dans cette partie, donc l'élève doit savoir les questions suivantes et doit les traiter et faire attention. La première, c'est définir la définition d'une onde mécanique. Ça veut dire définition d'une onde mécanique. Il faut savoir la définition d'une onde mécanique. Des mécaniques et la comprendre. C'est-à-dire, c'est quoi une onde mécanique et sa célérité, bien sûr. Et sa célérité ou bien sa vitesse. Sa célérité ou bien sa vitesse. Donc, l'onde mécanique progressive est-il quoi? Est un phénomène de propagation d'un signal ou bien une perturbation dans un milieu qui est matériel et élastique. Dans un milieu matériel et élastique. Donc, définition onde mécanique progressive. Donc, il faut toujours avoir la définition de l'onde et puis mécanique et puis progressive. Qu'est-ce que ça veut dire onde? Ça veut dire perturbation. Mécanique, ça veut dire nécessite quoi? Il nécessite un milieu élastique. Un milieu matériel. Donc, il nécessite un milieu matériel. Ça veut dire, qui dit milieu matériel, il dit quoi? Il dit que il peut être un solide, ou bien un gaz, ou bien un liquide. Milieu matériel, ça veut dire peut être un solide, liquide ou gaz. Progressive,
Ça veut dire que la source de l'onde, la source de l'onde doit être quoi? Doit être entretenue pour éviter ce qu'on appelle les frottements. Pour éviter ce qu'on appelle les frottements. Doit être entretenu, ça veut dire il faut pas qu'il y ait atténuation de l'onde. Donc il faut que la source soit entretenue. Ça veut dire donc en général, une petite définition, c'était quoi? On a dit c'est un phénomène. C'est un phénomène de propagation d'un signal ou d'un ébranlement dans un milieu qui est matériel et élastique. Et il ne faut pas oublier la remarque très très importante, l'onde est un transport. Donc lors de la propagation de l'onde, elle est accompagnée d'un transport d'énergie et non pas de la matière. Transport d'énergie et non pas de la matière. Donc ceci dit pour la définition. Donc il faut toujours savoir comment apprendre les choses. Il ne faut pas apprendre la définition qui est écrite sur les livres ou bien sur les cahiers. Il faut apprendre à écrire sa propre définition en déchiffrant les mots onde mécanique progressive. Donc il faut toujours jouer avec des mots-clés. Ça veut dire perturbation, ça veut dire l'onde. Mécanique, ça veut dire nécessite un milieu matériel qui peut être liquide ou sous-liquide. Progressif, ça veut dire que la source est entretenue. Il faut ajouter transport d'énergie et pas de matière. Alors, ceci dit donc, et pour la classification, donc on passe toujours à la deuxième connaissance que vous devez, donc ces deux connaissances sont obligatoires dans les ondes mécaniques. La deuxième connaissance, c'est définir une onde transversale et une onde longitudinale. Ça veut dire que l'élève il doit être capable de différencier entre l'onde transversale et l'onde longitudinale. Onde transversale et l'onde longitudinale. Ça veut dire, on sait que bien transversale, donc c'est aussi la transversale. Toujours, pour les classifier, il faut toujours comparer quoi? Direction de propagation avec la direction de perturbation. La direction de perturbation. Donc, il faut toujours les comparer. Une fois cette direction, les deux directions, ça veut dire la direction de propagation et la direction de perturbation, ils sont perpendiculaires. On parle alors de onde transversale. Transversale comme les vagues. Les vagues de la mer. Et puis, par exemple, un ébranlement au sein d'une corde, c'est une transversale. Vous voyez bien que la direction de propagation, de perturbation, elle est verticale, alors que la direction de propagation, elle est horizontale. Donc, ils sont perpendiculaires. Donc, il s'agit bien d'une transformation, d'une onde transversale. Alors que l'onde longitudinale, les deux directions, ça veut dire la direction de propagation et la direction de perturbation, ils sont parallèles, ils sont collinières ou bien parallèles. Donc, comme le cas d'un ressort, lorsque vous comprimez quelques spires et vous les relâchez, donc ça veut dire que la direction de perturbation et la direction de propagation, elles sont collinéaires. Donc, c'était transversal, donc au sein des ressorts. Il y a d'autres exemples. Comme la voix, ce qu'on appelle les ondes sonores. Les ondes sonores, il faut bien le موجات صوتية. Ce sont des ondes longitudinales.
alors que le, l'onde au sein d'une corde, ou bien lorsque vous faites lancer, vous faites tomber une pierre dans une nappe d'eau, c'est une onde transversale. Transversale. Donc, ça, c'est pour la classification. Il y a une autre classification, il faut la savoir. C'est la classifier selon la direction de propagation. Direction de propagation. Je vais mettre ici direction de propagation. On distingue alors ce qu'on appelle les ondes unidimensionnelles. Unidimensionnelles. Ça veut dire une seule direction. Une seule direction. Comme le cas de la corde. Cas de la corde. Une seule direction. Alors que bidimensionnelle ou bien onde plane. L'onde plane, c'est comme le cas de surface d'eau. Une onde sur la surface d'eau. Ou sur la surface d'eau. La surface d'eau. Alors que pour la troisième catégorie, il y a les ondes, ce qu'on appelle tridimensionnelles. Ondes tridimensionnelles. C'est le cas des ondes sonores. Les ondes sonores, le cas des ondes sonores, il faut bien sachez que les ondes sonores ils se propagent dans toutes les directions. Ça veut dire qu'ils lui sont offerts. Les ondes sonores, elles se propagent dans toutes les directions qui lui sont offertes. Donc ce sont des ondes qui sont très dimensionnelles. J'ai ici une petite connaissance, il faut la sachez. Une petite connaissance, c'est que dans le cas de l'onde plane, c'est-à-dire on va prendre l'onde à la surface de l'eau, onde plane. Exemple, surface de l'eau. Surface de l'eau. Parfois, on vous donne à l'examen le rôle de quoi? Le rôle des vibreurs. Le rôle des vibreurs. Le rôle des vibreurs, c'est-à-dire le rôle de la source avec vous faites votre onde. Parce que toujours une onde, il doit avoir une source. Ça veut dire là où provient l'onde qui est considérée. Donc, dans le cas de la surface, si vous prenez par exemple ici la source comme comme un point ponctuel. Ça veut dire source ponctuelle. Se forme de deux points. Par exemple, un clou, par exemple, une petite pierre. On aura quoi? On vous donne des images comme ceci. Ça veut dire, on vous demande des images des images parfois comme ceci. C'est-à-dire, on voit des raids ou bien des crêtes qui sont des raids circulaires. Alors que lorsque la source est bien une surface, se forme d'une grande surface, ça veut dire, par exemple, une plaque métallique ou bien une plaque. Lorsque vous frappez la surface de l'eau avec une plaque, vous aurez comme ceci, et on va parler on va parler des ondes périodiques de ceci. Ça veut dire, cette différence-là, il s'agit bien de la nature de la source. Ça veut dire, il est كان منبع نقطي غادي نحصلوا على تموجات دائرية, des ondes qui sont un peu circulaires. Alors إذا كان يعني المنبع غير نقطي, ça veut dire يعني مساحة كبيرة, يكون تماس بينه وبين سطح الماء في مساحة كبيرة. Alors on aura يعني هاد une onde qui est rectiligne.
des ondes rectilignes. Ici, ondes circulaires. Ici, ondes circulaires. Donc, continuons nos connaissances que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir du point de vue onde. Donc, il y a troisième connaissance qu'on a expliqué, c'est définir une onde progressive. On a dit bien pour avoir une onde progressive, il faut que la source soit entretenue. Ça veut dire entretenue, ça veut dire que l'onde, il faut qu'elle propage d'une façon continue, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Alors que la quatrième connaissance, et avant de passer à la quatrième connaissance, il faut tout d'abord savoir ce qu'on appelle la vitesse de propagation de l'onde, la vitesse de propagation de l'onde. Donc, cette vitesse-là, toujours la vitesse ou bien la célérité, elle est donnée par la relation D sur le delta T. C'est la fameuse relation qui comporte trois grandeurs. Ici, D, c'est la distance parcourue en mètres. La distance parcourue en mètres par le front de l'onde. Par le front de l'onde, la distance parcourue. Ici, c'est la durée horaire écoulée ou bien mise pour parcourir la distance D. C'est en secondes. Et V, c'est la vitesse en mètres secondes moins 1. Mais c'est facile à apprendre comme relation, mais il a ses utilisations dans les situations problèmes qu'on vous donne. Parfois, on vous donne la distance et la durée, on vous demande V, et ou bien le contraire, c'est une relation qui comporte trois grandeurs, donc il faut bien l'exploiter. Donc, pour l'exploiter, ce delta T, il peut être parfois ce qu'on appelle le retard. Le retard, il peut être égal à taux, qu'on appelle le retard horaire. Le retard horaire, par exemple, si une distance part des points S pour arriver au point M. Donc, pour arriver au point M, je dis bien pour arriver au point M, ça veut dire le front. Donc, le front de l'onde, c'est-à-dire muqaddimat al-mawja, le front de l'onde. Donc, ici, cette distance-là, c'est SM, mais il faut toujours utiliser un chronomètre pour avoir le temps. Donc, le temps que donne le chronomètre, c'est taux. Donc, attention ici, il ne faut pas lire le taux sur la corde parce que c'est distance. Donc, le taux, c'est la durée horaire nécessaire des passages de l'onde du point S au point M, du point S au point M. Donc, taux, c'est la durée. Donc, le taux, c'est la durée que met l'onde de passer du point S au point M. Donc, s'il part du point S avec le temps TS, il arrive au point M avec le temps Tm. Donc, taux est égal à quoi? Est égal à Tm moins Ts. Donc dans ce cas-là, pour calculer la vitesse de propagation, on va mettre quoi? La distance Sm, ça veut dire D, il sera remplacé par la distance Sm, sur quoi? Sur taux, qui est égal à Sm sur Tm moins Ts. Et ça, on vous le donne toujours dans les ondes en utilisant un oscilloscope. Par exemple, on vous donne des ondes, surtout dans le cas des ondes sonores. On vous donne la sortie au point S, 2 sur l'oscilloscope, 2 perturbations. Une perturbation qui arrive
au point M, c'est-à-dire on utilise ce qu'on appelle des récepteurs et des émetteurs. Donc, ici, vous faites bien attention. Lorsque vous cherchez le taux sur la figure, soit toujours vous se basez sur le débit de l'onde ou bien la fin de l'onde. Si je m'intéresse vers la fin, je vais prendre aussi encore ici la fin. Donc, le taux, c'est toujours ici. Taux est égal à quoi? Est égal à un nombre de déviations. Vous regardez les carreaux, nombre de déviations, fois la sensibilité horizontale, si on vous donne la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. Ou bien, si on vous donne l'échelle, le nombre de carreaux qu'il y a ici, qu'il y a entre le S et le Y, vous calculez, et puis c'est la valeur de temps. C'est la valeur de temps. Et puis, sachez bien que cette vitesse, donc, sachez bien que cette vitesse, elle dépend de la nature de, donc, les facteurs influençant sur V. Donc, la nature de quoi? La nature des milieux. La nature des milieux de propagation. Il faut savoir ceci. Et puis, ça veut dire l'élasticité. Et puis, la dureté. Ça veut dire le cas d'un corps, ce n'est pas le cas de l'eau. Et la dureté et l'inertie. Son inertie, ça veut dire son inertie s'il est grand ou bien petit. Et la température des milieux de propagation. Donc, trois choses à savoir. Il dépend de l'élasticité, de la dureté et l'inertie. La dureté, ça veut dire la morona. La morona, ça veut dire l'élasticité. Al-morona. La dureté, salaba. L'inertie, c'est qosor. Et darajat al-harara. Donc, et puis, c'est-à-dire que vous allez savoir que selon la nature du milieu et selon sa densité, il y aura une différence de propagation selon le milieu. Ça veut dire vous devez savoir que la vitesse surtout pour les ondes sonores, la vitesse du solide est supérieure à la vitesse du liquide et supérieure à la vitesse des gaz. Par exemple, le gaz, la vitesse dans l'air. Donc, ceci dit, c'est par quoi? C'est du point de vue densité. Densité, c'est une différence. Il est dit à densité. Plus que le milieu est plus dense, ça veut dire les molécules, les constituants, ou bien les particules que nous constituons, ils sont très très rapprochés. Ça veut dire que la vitesse, elle va augmenter. Alors, ce cas, c'est pas le cas dans les gaz parce que les particules ils sont très espacées et désordonnées. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les ondes mécaniques, attention, c'est la différence qui existe avec les ondes lumineuses, si on vous donne des questions de cours, ne se propagent pas dans le vide. Dans le vide, ça veut dire il nécessite quoi? Un milieu matériel. Donc ما كتنتشرش في الفراغ لأن دائما تتطلب وسطا ماديا. Et je reviens donc aux connaissances. La cinquième connaissance, je crois, exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la dureté et la célérité. Donc ça veut dire
cette relation-là, il faut toujours savoir l'exploiter. Comment ça veut dire exploiter? Cette marque-là, يعني تجبد يعني tirer de cette formule l'inconnu. C'est donc le problème qu'on vous demande parce que parfois on donne des graphes où il est tiré la distance SM et on vous demande de calculer V. À ce moment-là, c'est implication directe ou bien le contraire, si on calcule SM, c'est V fois T. Donc il faut toujours savoir exploiter cette relation pour déterminer que ce soit la distance SM ou bien déterminer le retard ou bien déterminer la vitesse grâce aux exploitations des documents expérimentaux et les données qu'on vous donne. Parce qu'on vous donne parfois des documents. Mais il faut toujours attention dans le cas de documents, par exemple, dans le cas d'un exemple à l'examen, par exemple le sonar. Exemple, le sonar. Sonar. Le sonar, par exemple, comme celui-ci, c'est un grand bateau qui mesure les profondeurs des océans. Toujours, pour avoir ici une onde, il faut toujours avoir un émetteur de l'onde, le barit, un émetteur E, et puis un récepteur qui va recevoir l'onde qui est, on envoie quoi? On envoie des ondes ici, des ondes qui se propagent dans l'eau, et puis ils vont réfléchir à la surface, à la profondeur de la mer. Puis ils sont réfléchis. Donc faites attention ici. Dans ce cas-là, lorsque vous calculez V, donc il faut mettre toujours D sur delta T. 2D, pourquoi 2D? Parce que ici, c'est D, la distance qu'on veut mesurer, c'est cette distance-là, D ou bien H, comme vous voulez. Donc ici, il a parcouru, parce que les deux appareils, l'émetteur et le récepteur, ils sont sur le bateau. Donc, l'onde va parcourir la distance 2 fois, parce qu'il va mettre un va et vient pour être détecté par le récepteur. Donc, il faut faire attention, c'est pour cela il vous demande dans les cas de référencés exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer la distance ou bien le retard temporel ou bien la célérité. Donc, je passe maintenant la dernière connaissance que vous devez savoir dans le cas des ondes mécaniques progressives, c'est proposer un schéma de montage expérimental permettant la mesure du retard temporel et de déterminer la célérité lors de la propagation d'une onde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir proposer un schéma de montage expérimental qui permet de mesurer le retard temporel ou bien le retard horaire ou bien déterminer la célérité de la vitesse. Ce que vous allez prendre, comme toujours, il faut le voir. Vous prenez par exemple un haut-parleur, donc un haut-parleur, lié à quoi? À un GBF, générateur à basse fréquence. Et puis, vous devez avoir un oscilloscope. Un oscilloscope qui est bien sûr muni d'un cadran qui est gradé en déviation. Donc, ici, vous aurez les entrées. Donc, toujours ici, avoir ici pour mesurer avoir 2 micros. Ici, un micro M1 et puis un deuxième micro
qui ne sont pas alignés pour mesurer bien sûr le retard. Donc, vous aurez ici M2 et vous aurez que on va jouer sur cette distance-là pour la faire varier. Donc, la distance D. Donc, une distance D. Donc, à ce moment-là, vous aurez, dans le cas de lorsque vous parlez, donc, il y a détection de deux ébranlements dans le cas de sur l'écran de l'oscilloscope, sur l'écran du oscilloscope. Donc la première détectée, c'est celle de M1 parce que il est très proche des haut-parleurs. Donc, il est très proche des haut-parleurs. La deuxième, c'est M2. Et vous aurez toujours, comme on a dit, soit vous donnez l'importance au débit jusqu'au débit ou bien de la fin jusqu'à la fin. Donc, ici, le taux sur la figure, c'est la fin jusqu'à la fin. Donc, ici, c'est taux. Donc, taux, vous déterminez sur la figure tout simplement et vous faites V égale à quoi? À D sur taux. Et vous calculez votre vitesse. Et dans le cas de l'air, dans le cas de propagation de la voix dans l'air, vous allez trouver bien sûr toujours la fameuse valeur 340 mètres secondes moins 1 ou bien les environs 340. Donc, ceci dit, voilà tout ce que vous devez savoir sur les ondes mécaniques progressives. Et on va passer à petit 2 pour parler des ondes. Ce que vous devez savoir dans les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, comme on a dit, on passe maintenant à la deuxième partie de ce domaine, qui est le domaine de ce domaine des ondes, aux ondes mécaniques progressives périodiques. Ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, le mot qui s'ajoute à cette partie, c'est les ondes périodiques. Donc, ce que vous devez savoir, vous devez savoir concernant les cadres référentiels, la première connaissance, c'est reconnaître une onde progressive périodique et sa période. Reconnaître une onde progressive périodique et sa période. Donc, c'est quoi une onde mécanique progressive et périodique? C'est quoi? C'est un phénomène. Donc, c'est un phénomène résultant de la propagation. Donc, phénomène résultant de la propagation de perturbations périodiques. Ça veut dire une perturbation périodique, dauriya, tashawuhun dauri, dans le milieu de propagation. Dans le milieu de propagation. Ça veut dire une perturbation qui se répète à des intervalles de temps égaux de propagation. Donc, ceci, c'est un phénomène résultant de la propagation de perturbations périodiques dans le milieu de propagation. Par exemple, il y en a beaucoup. Donc, lorsque par exemple, vous prenez le cas d'une corde qui va se répéter, le cas d'une corde, et vous aurez comme ceci qui se répète. Ça veut dire c'est une onde qui est périodique. Donc, vous aurez ce morceau-là qui va se répéter à des intervalles égaux. Donc, ça, c'est pour ce qu'on appelle les ondes mécaniques progressives périodiques. Comme la deuxième connaissance est la période. Comment donc la période? On va la définir tout à l'heure. Et on passe à la deuxième connaissance que vous devez savoir. Définir une onde progressive sinusoïdale. Qu'est-ce que ça veut dire une onde progressive sinusoïdale?
ainsi que sa période, ainsi que sa fréquence, ainsi que sa longueur d'onde. Donc, pour la définition, c'est quoi donc l'onde mécanique progressive sinusoïdale? Donc, c'est un onde mécanique, progressive sinusoïdale, sinusoïdale. Donc, c'est quoi? C'est la propagation. C'est un phénomène aussi, phénomène résultant de propagation, de la propagation d'une perturbation sinusoïdale. Ça veut dire sous la forme d'une fonction sinusoïdale. Perturbation sinusoïdale dans le milieu. Ça veut dire la perturbation qu'on effectue, c'est une perturbation, comme cité dans cet exemple, c'est une perturbation sinusoïdale. Ça veut dire prendre la forme d'une fonction sinusoïdale dans le milieu de propagation. Donc, par exemple, on prend notre exemple, on va prendre juste. Donc, si on trace l'élongation en fonction du temps, ce qu'on appelle élongation qui est attention, il faut avoir toujours la même élongation. Il faut qu'il soit la même élongation comme ici. Donc, on aura toujours, pour la fonction sinusoïdale, on aura le y de t, il est compris entre moins y max et y max. Donc, moins y max et y max. Donc, avec y max, c'est ce qu'on appelle amplitude maximale. C'est ça, c'est pour les fonctions, les ondes mécaniques progressives sinusoïdales. Donc, regardez bien ce schéma. Donc, ce schéma il est caractérisé par deux choses. Donc, ici, c'est la période. Donc, faites attention. Ici, c'est la période parce que c'est une élongation qui est temporelle. Donc, on doit calculer ici la période parce que c'est y en fonction de t. Y en fonction de t. Toujours, on détermine sur le graphe la période qui est le nombre de vos, faut compter le nombre de déviations et puis vous calculez le t, ce qu'on appelle la période. Donc, chaque onde qui est sinusoïdale, elle est caractérisée par la période. Donc, la période. Donc, c'est quoi la période? Donc, c'est la durée horaire. La durée horaire au bout duquel le phénomène se répète d'une façon identique. D'une façon identique. Donc, c'est une durée au bout duquel le phénomène se répète d'une façon identique et il est exprimé en secondes. Donc, dans notre cas, il faut toujours prendre par exemple la valeur maximale et la valeur maximale. Donc, la durée qui sépare. Attention, la durée, si on a l'élongation l'élongation temporelle. يعني ما يسمى بالدورية الزمنية.
Donc, toujours, il faut faire attention. Si vous avez le Y de T, l'Y en M en fonction de T. À ce moment-là, vous pouvez calculer, vous pouvez déduire de ce graphe ce qu'on appelle la période. La période et non pas lambda. La période. Donc, la deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, donc ça c'est périodicité temporelle. Périodicité temporelle. Ça veut dire l'élongation en fonction de t. La longueur maintenant d'onde qui est l'onde caractéristique de ce qu'on appelle les ondes progressives périodiques. Donc, c'est quoi? Donc, c'est la plus petite. C'est la plus petite distance entre deux points. Entre deux points ayant le même état de vibration. Ayant le même état de vibration. Ayant le même état de vibration. Attention, donc c'est la définition de la longueur d'onde. Donc c'est la plus petite distance entre deux points ayant le même état de vibration. Et s'il est exprimé en lambda, c'est en mètres. Donc c'est une distance. C'est une distance. Donc, il est exprimé en mètres. Donc, pour ceci, vous devez avoir, pour la calculer des graphes, vous devez avoir l'élongation en fonction de x. Ça veut dire la distance parcourue par l'onde. C'est ce qu'on appelle la périodicité spatiale. Attention, si on demande par exemple l'accord, donc vous demande l'accord, ça veut dire l'air, l'aspect de l'accord. À ce moment-là, vous calculez lambda. Donc ici, il faut faire attention et vous différenciez toujours entre ce qu'on appelle périodicité spatiale et périodicité temporelle. Donc ici, c'est pas la période, mais c'est la lambda. C'est lambda. Donc, parce que vous avez ici le Y en fonction de la distance parcourue par le front de l'onde. Tout à l'heure, on a l'élongation en fonction de la durée. Donc ici, on calcule directement la période dans ce graphe de périodicité temporelle. On calcule T. Et dans le graphe Y en fonction de X, on calcule lambda. Mais vous devez savoir, en utilisant la fameuse relation, donc V, c'est toujours quoi? On a D sur delta T. Donc, si la distance là parcourue est égale à lambda, à ce moment-là, la durée écoulée, c'est quoi? C'est T. La durée écoulée, c'est T. Donc, lambda sur T. Donc, si vous avez la périodicité spatiale, vous allez calculer directement sur le graphe lambda et vous déduisez le T. Donc T est égal à quoi? À lambda sur V. À ce moment-là, on va vous donner V. Donc عندك توقع في الغطاء. يعني إلى جاب الله عطاكم ما يسمى بالدورية المكانية Y en fonction de X، عندك الحق فقط تاخذ من المنحنى لوندا، ولكن بطريقة غير مباشرة غتحسب الدور إلى مطلوب منك، ماشي من ميبيان، وإنما بطريقة غير مباشرة، وهو ما يخص استثمار الميبيان. إذن هذا مثال باش ندوز المميزة الثالثة سكون أبل لا فريكونس. La fréquence, elle est symbolisée par N ou F. Il est lié, comme vous savez, il est lié à la période par le 1 sur T. Ça veut dire le nombre de périodes par seconde. Donc ça, c'est exprimé en Hertz. Et la période, elle est exprimée en secondes. Donc ceci dit,
sa vitesse maintenant, ça dépend des données. Si on vous donne par exemple, la fréquence, donc à ce moment la vitesse il sera quoi? Lambda fois n. Donc la vitesse il sera lambda fois n. Si on remplace d par lambda, ici le t, un sur t on le remplace par n, donc on aura v est égal à lambda fois n. Donc, toujours, il faut savoir exploiter ces relations V fois lambda n ou bien V est égal à lambda sur T et comment tirer l'inconnu de ces équations. La quatrième connaissance dont il faut faire attention, c'est connaître la condition, la différence entre la périodicité spatiale, comme on a dit, et la périodicité temporelle. Donc, il faut faire toujours attention aux graphes et surtout aux axes. Il faut toujours jeter un coup d'œil sur les axes avant d'entamer chaque question. Maintenant, on passe à autre connaissance. La quatrième connaissance, c'est connaître la condition d'obtention des phénomènes de diffraction. Ça veut dire que les ondes mécaniques progressives périodiques, ils ont une particularité, c'est qu'ils subissent ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Donc, phénomène de diffraction. On va parler un peu de phénomène de diffraction. Donc, c'est quoi ce phénomène? C'est un phénomène résultant de quoi? C'est un phénomène résultant. Donc, phénomène résultant de transformation ou bien de changement de la direction. Changement de la direction de propagation de l'onde lorsque il heurte un obstacle muni d'une fente ou bien d'un trou. Donc, muni d'une fente de largeur A. Donc, je répète la définition. Donc, c'est un phénomène résultant de changement de la direction de propagation de l'onde lorsque cette onde-là, elle heurte bien sûr un obstacle muni d'une fente ou bien un trou. Donc, lorsque l'onde se propage, une fois qu'il heurte ou bien qu'il est en collision avec un obstacle qui est muni d'une fente, donc l'onde va subir le phénomène de diffraction, mais sous condition ou bien sous des réserves. Quelles sont ces réserves? Donc, la condition de production de phénomène de diffraction est toujours, il faut avoir ce qu'on appelle la cytovérité là, il faut avoir le A, l'ouverture de la fente ou bien la largeur de la fente, il faut toujours qu'il soit inférieur ou égal à lambda, donc il faut qu'il soit de l'ordre de lambda. Une fois l'ouverture, il est très ou bien supérieur à lambda, donc à ce moment-là, il n'y a pas de diffraction. Donc les conditions, il faut toujours avoir le A et les environs ou égal à lambda, inférieur ou égal à lambda. Donc, si vous avez bien sûr cette condition-là, il y a un phénomène de diffraction. Alors, lorsque il y a un phénomène de diffraction, il y a l'obstacle ici, ouverture de largeur A. Donc ici, on parle toujours de l'onde qui est incidente.
incidente, et c'est onde qui est diffractée. Diffractée. L'onde diffractée. Donc toujours, il faut toujours savoir les propriétés, comment c'est les propriétés de ces deux ondes. Il faut parler des ondes diffractées. Et c'est toujours, on a, si l'onde incidente, il arrive sur l'obstacle avec une longueur d'onde, lambda, et une fréquence n, ça veut dire que l'onde réfléchie, il a la même lambda et le même n. Le même lambda, il y a diffraction, bien sûr. Donc l'onde incidente et l'onde diffractée ont les mêmes longueurs d'onde et même fréquence. Ça veut dire, sachant la fréquence de l'une, on peut déduire la fréquence de l'autre. Et donc par exemple, si on vous donne l'exemple de ce qu'on appelle les ondes, donc par exemple ici, les ondes, ce qu'on appelle les ondes rectilignes, dont on a parlé, et les ondes rectilignes, elles proviennent de la nature de quoi? Du vibreur, qui est, le vibreur, il est en contact avec la surface de l'eau, par exemple, sur une grande surface. Donc à ce moment-là, si vous avez ici les lambda, et la fréquence de propagation c'est n, et la vitesse toujours, il faut toujours avoir même vitesse ici aussi, c'est le même milieu, si il y a le même milieu, attention, il faut faire le même milieu de propagation. Donc on aura ici des ondes qui sont circulaires avec toujours la même lambda, toujours la même lambda. Donc il faut faire attention à ceci. Donc maintenant on parle de ce que, après diffraction, on parle de ce qu'on appelle milieu. Définir un milieu dispersif. Dispersif. Un milieu dispersif. Ça veut dire qu'il se veut dire un milieu dispersif. Donc c'est deux milieux dont la vitesse de propagation dépend de la fréquence de la source, Ça veut dire que le V, elle dépend en fonction de N. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on change la fréquence de la source, il y a un impact sur la vitesse. La vitesse, elle change. Donc, à ce moment-là, on parle de milieu dispersif. Comme par exemple le cas d'eau, mais pour le cas de la voix ou bien de ce qu'on appelle les ondes sonores, ils sont pas, on parle pas, l'air n'est pas un milieu dispersif. Parce que toujours la voix, la vitesse de propagation des ondes sonores, par exemple, ou bien de la voix et les environs de 340 mètres secondes moins 1. Même si quoi que ce soit, vous changez la fréquence. Vous allez calculer dans l'air vous allez trouver dans l'air la même valeur. Donc ce n'est pas un milieu dispersé parce que sa vitesse ne dépend pas de la fréquence. Mais si dans le cas contraire, vous changez la fréquence de la source et par suite la vitesse s'il change, donc à ce moment-là, on parle de milieu dispersif. Maintenant, la troisième ou bien la cinquième connaissance dans cette partie, c'est exploiter les documents expérimentés pour reconnaître le phénomène de diffraction et mettre en évidence les caractéristiques de l'onde diffractée. Donc, on a parlé de ceci.
Et puis proposer un schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène d'interaction dans les cas des ondes mécaniques sonores et ultrasonores. Ça veut dire qu'il faut proposer un schéma. Donc, avant de proposer ceci, on va parler de ce qu'on appelle la comparaison des mouvements de 2 points. Donc, il faut savoir comparer le mouvement des points, ou bien il n'est pas signalé dans les cadres référentiels. C'est ce que, mais seulement savoir la nature du mouvement, décrire la nature. Parfois, on vous demande examen d'écrire la nature du mouvement d'un point, des milieux, bien sûr, d'un point des milieux, Donc, je vais vous donner un exemple ici. Y en fonction de x, par exemple. Donc, ici, le point M, par exemple. Donc, décrire le mouvement du point M, ça veut dire comment il est vibration de M. Est-ce qu'il est vers le bas ou bien vers le haut? Sachez bien que ces points-là, la fameuse équation dont il faut parler maintenant, c'est ce qu'on appelle l'élongation de S, de la source S en fonction de l'élongation d'un point qui est éloigné de la source. Donc, cette relation-là, il faut savoir l'utiliser. Ça veut dire chaque point M, elle répète le même mouvement de la source, mais avec un retard tau. Ça veut dire que quoi? Si l'élongation de M et YM à un instant T, ça veut dire il sera égal à quoi? Il sera égal à l'élongation du point S, mais à cet instant-là T, moins tau. Donc, il faut toujours retenir ici tau parce que c'est qui est le premier qui commence sa vibration, c'est la source. Donc, la source, il aura YS ou bien YS de T, il sera YM de T plus quoi? Un tau. Ça veut dire chaque point M, elle répète le même mouvement de S, mais avec un retard qui est tau. Donc, ceci dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point M, comment il va vibrer? Il va vibrer de la même façon que S. Ça veut dire, si vous voyez maintenant ce graphe-là, ça veut dire que quoi? Le point M, il va vibrer d'abord, premièrement, vers le haut. Donc, d'après ce graphe, d'après le graphe, le point M va vibrer premièrement va vibrer vers le haut, puis vers le bas. D'après ce graphe-là, on voit toujours là le graphe. Donc, هادو يهتزون نحو الأعلى ثم نحو الأسفل. لأن هادو اش كيديروا؟ هادو كيهتزوا نحو الأعلى ومن بعد نحو الأسفل. هادو نحو الأعلى نحو الأسفل. إذا هو نحو الأعلى ثم نحو الأسفل. إذا يعني c'est dans le cas contraire. On vous donne par exemple la crête sous cette forme-là. La crête sous cette forme-là, ça veut dire des bas vers le haut. Des bas vers le haut. Donc, ce sont tous les questions qui peuvent être à l'examen dans le cas des ondes mécaniques progressives périodiques. Maintenant, on passe à la troisième partie, la propagation d'une onde lumineuse. Donc, dans le cas d'une propagation d'une onde lumineuse, ce que vous devez savoir bien sûr, donc la nature de la lumière. Donc, la nature de la lumière, donc c'est quoi
la lumière. Tout d'abord, la lumière. Donc, il faut différencier entre la lumière et l'électricité. Donc, c'est quoi? C'est une onde électromagnétique. Et onde électromagnétique qui est transversale. Transversale. Donc, ça veut dire qu'elle est transversale et il est différencié de ondes mécaniques par le fait qu'elle a une particularité, ça veut dire qu'il progresse dans le vide et dans les milieux matériels. Donc, transversal qui se propage dans le vide, donc dans le vide et les milieux matériels. Donc, transparent bien sûr. Transparent. Vous devez avoir un milieu transparent. Donc, un milieu transparent, ça veut dire qu'il laisse passer de la lumière. Donc, il y a la différence entre l'onde mécanique et l'onde lumineuse. Donc, la particularité ici, la différence, c'est qu'il y a le vide. Alors que les ondes mécaniques se propagent seulement des milieux qui sont matériels. Ça veut dire que ce soit solide, liquide ou gaz. Et vous devez savoir aussi ce qu'on appelle la vitesse de propagation des ondes lumineuses. Donc, leur vitesse de propagation dans le vide, c'est et les environs de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette vitesse-là, c'est dans le vide. Alors que leur vitesse de propagation dans les autres milieux matériels, transparents, vitesse de propagation dans les milieux matériels et transparents, et V est égal à quoi? À lambda sur T. Ou bien lambda fois N. On vous demande parfois la longueur d'onde. Donc, il caractérise pas son longueur d'onde et sa période, ou bien lambda fois N. Ça dépend des données de l'exercice. Donc, il y a une différence entre la vitesse de propagation dans les milieux matériels et puis dans le vide. Donc, C est bien différent de V, sauf dans le cas C est égal à V dans l'air. Dans l'air, à ce moment-là, C, V est égal à V. Donc, lorsque il s'agit du milieu, le milieu égale le vide, donc le C, ça serait, d'après cette expression-là, ça serait lambda 0 sur quoi? Sur T qui est égal à lambda 0 fois N. Donc c'est dans le cas des vides. Donc toujours il y a une différence, mais toujours là, regardez bien ici, on a utilisé la même fréquence. Donc la fréquence de l'onde ne dépend pas des milieux, mais elle dépend de la source. Donc, regardez bien, on a utilisé le même N, donc il ne dépend pas des milieux, il dépend de la source. Donc, il y a la différence de point de vue vitesse, mais pas de différence de point de vue fréquence, là, parce que la fréquence est une particularité de la source. Et puis, la troisième particularité dont on va parler, c'est le phénomène
de diffraction. Phénomène de diffraction de l'onde lumineuse. Diffraction de l'onde lumineuse. Ce phénomène-là, donc vous devez savoir que la lumière, elle a un aspect ondulatoire. Donc aspect ondulatoire. Ondulatoire. J'explique. Donc si vous prenez par exemple une source de laser, source laser, qui se propage bien sûr, et puis vous faites traverser cette lumière par un obstacle muni d'une fente ici de longueur ou bien de largeur A. Vous allez prendre ici un écran et vous allez voir ici qu'il y a des taches lumineuses qui sont réparties selon une direction perpendiculaire à la direction de la fente et qui montre que la lumière elle se propage dans, il y a un changement de direction de propagation de la lumière, ce qui montre qu'il y a un aspect ondulatoire. Et bien sûr, ici on parle de la tache centrale de longueur L et il y a une déviation de la lumière. Donc ceci montre bien que la diffraction de l'onde lumineuse ou bien cette expérience montre, elle reflète l'aspect ondulatoire de la lumière. Et puis, il faut connaître l'influence de la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle sur le phénomène de diffraction. Avant d'entamer cette partie-là, je vais vous expliquer comment trouver d'abord les relations qui existent entre l'ouverture de la fente et ce qu'on appelle l'écart angulaire et la longueur de la tache centrale. Donc, vous utilisez toujours le graphe suivant. Donc, ici, c'est la distance grande dès que c'est par l'ouverture ou bien l'obstacle de l'écran. Et puis, dans ce cas, on vous donne toujours, on considère une petite approximation, on considère que θ est petit. Comme ça, vous allez prendre toujours tangente θ et les environs de θ. Donc, selon le graphe, on a tangente θ. Tangente θ, c'est quoi? C'est, attention, ça dépend des données qui existent. Ici, j'ai mis ici le grand L, c'est la longueur de la tache centrale. Donc, c'est L sur 2. Que divise quoi? Que divise, donc, c'est l'opposé. Donc, l'opposé, c'est ce côté-là. L'opposé de tangente θ. Sur quoi? Sur l'adjacent. L'adjacent, c'est D. Et comme tangente θ, on va le prendre est égal à θ, donc on aura θ est égal à L sur 2D. Sur 2D. Donc L sur 2D. Avec, et la deuxième connaissance que vous devez, toujours il y a une relation entre θ aussi et la longueur d'onde de la source, la longueur d'onde de la lumière utilisée, c'est lambda sur A. Lambda sur A. Donc ces deux relations-là, ils suffisent pour expliquer ou bien connaître l'influence de la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle sur le phénomène de diffraction. Donc, on peut jouer avec cette relation. Donc, on a le L est égal à quoi? Le L, donc, sur 2D est égal à lambda
sur A, parce que ici on a θ, θ, donc ce qui montre que L est égal à lambda fois 2D sur A. Donc si on essaie de regarder cette relation, on voit que le L, il est inversement proportionnel à A. Donc inversement proportionnel à A, ça veut dire si A augmente, le L, il va diminuer. Si A augmente, le L, il va diminuer. Ou bien le contraire, si A, il diminue, donc L, il va augmenter. Ça veut dire que la diffraction elle sera très très importante si on travaille avec une ouverture qui est très très faible. Qui est très faible, comme par exemple on vous donne les examens. Aux examens, on vous donne par exemple un fil de cheveux ou bien un fil très très fin. Comme ça, vous aurez la diffraction importante ou bien le phénomène de tréfaction, il est très remarquable. Ça veut dire que la tâche centrale, elle est très grande. Alors, la deuxième ou la troisième connaissance que vous devez savoir, c'est exploiter un document ou une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Ça veut dire un document. Ça veut dire le document qu'on vous utilise par exemple, c'est le fait qu'on trace par exemple le L. Je vais ici le tracer. Le L par exemple en fonction de 1 sur A. 1 sur A. Donc si on trace le L sur A, attention, il faut faire attention. Donc c'est une droite qui passe par l'origine. Dans le coefficient directeur, si vous le calculez, le delta L sur delta 1 sur A, vous allez trouver est égal à quoi? Est égal à L à lambda fois 2D. Et comme ça, vous tirez lambda de l'onde lumineuse. La cinquième connaissance, c'est connaître, exploiter la relation lambda est égal à C sur V. C'est-à-dire lambda est égal à C sur V. C'est l'exploiter. Non, C sur N, par exemple, lambda est égal à C sur nu. Nu ou bien C sur N. N, c'est la même chose que N, c'est la fréquence. Donc, savoir exploiter cette relation, ça veut dire sachant 2, on peut déterminer la troisième. Puis, définir ce qu'on appelle une lumière monochromatique et une lumière polychromatique. Donc, faites attention ici. Donc, définir ce qu'on appelle une lumière monochromatique. Qu'est-ce que ça veut dire une lumière monochromatique? C'est une lumière constituée dans une seule couleur. Constituée donc d'une seule couleur. Ça veut dire monochromatique. Par exemple, la couleur jaune, la couleur dans le domaine visible, il y a plusieurs couleurs monochromatiques comme le jaune, le rouge, le vert, le bleu. Ce sont des lumières monochromatiques. Ça veut dire ça veut dire une seule couleur. Alors que lumière polychromatique, ça veut dire plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs comme la lumière blanche. Comme la lumière blanche, c'est une couleur qui est la lumière blanche. Lumière blanche. Lumière blanche. C'est couleur monochromatique. Alors, par exemple, que la lumière, maintenant, laser, c'est une couleur, la lumière pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis des bêtises. Polychromatique. Alors que la couleur laser, par exemple, la jaune, c'est monochromatique. Ça veut dire constitué d'une seule couleur. D'une seule couleur. Donc, c'est ça la différence entre couleur monochromatique et couleur polychromatique. Donc, et par suite, savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas. Donc, la fréquence, ça veut dire que l'autre différence, c'est que couleur monochromatique garde toujours la même fréquence. Donc, la fréquence N de monochromatique toujours
il est invariable, ne change pas lorsqu'on passe d'un milieu transparent à un autre. Donc par exemple, si la lumière passe d'un milieu à un autre lorsqu'il s'agit d'une lumière monochromatique, ça veut dire lorsqu'on passe par exemple de l'air vers l'eau, donc la lumière, s'il s'agit d'une lumière monochromatique, sa fréquence ne change pas. Donc la fréquence ne change pas. Alors que l'autre monochromatique et la fréquence, il change. Donc la fréquence, elle change parce qu'il y a une différence de vitesse, une différence de longueur d'onde. C'est pour cela qu'il faut savoir aussi que les milieux transparents sont de plus ou moins dispersifs. Sont de plus ou moins dispersifs sur la partie dont on va te parler. Donc c'est ce qu'on appelle milieu dispersif dans le cas des ondes lumineuses. Donc milieu ou bien les milieux dispersifs ou bien on va parler maintenant de phénomènes de milieux dispersifs dans le cas des ondes lumineuses. Dans le cas des lumineuses. Donc c'est un phénomène de quoi qui permet, c'est un phénomène qui permet de séparer les radiations de couleurs différentes. Et ceci, il est fait grâce au prisme. Mais le prisme, c'est pas donc qui permet de rendre ou bien de séparer ces radiations, c'est le prisme. Et faites attention que le prisme ne soit pas mentionné dans les cadres référentiels comme avec ces relations. Mais comme principe ou bien comme concept, il faut le réviser parce que c'est un phénomène c'est un milieu dispersé parce qu'il permet de séparer les différentes radiations de couleurs différentes. Parce que si vous émettez par exemple la lumière blanche sur le prisme, il va les faire séparer. Les couleurs constituant la lumière blanche, il va séparer selon chacune avec sa longueur d'onde. Et maintenant, il faut parler d'une grandeur qui est très très importante. C'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Indice de réfraction. C'est savoir déterminer l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une fréquence donnée. Donc, sachez bien que toujours, comme on a dit, que la célérité, la vitesse de propagation de le vide de la lumière est différente de la vitesse de propagation dans un milieu. Et cette différence-là, elle se traduit par un rapport qu'on appelle l'indice de réfraction, qui est toujours égal à C. Et le C, il est très supérieur à V, toujours supérieur à V. Donc la division, ou bien le rapport, ou bien le taux entre la célérité et cette vitesse-là, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Donc C que divise V donne l'indice de réfraction du milieu, donc qui est aussi égal à quoi? À lambda 0. Donc on va multiplier ici par n, on va multiplier par n, donc vous aurez ici lambda 0 sur lambda. Donc vous avez deux méthodes pour calculer l'indice de réfraction du milieu. Et puis savoir que cet indice-là de réfraction,
il est pour une fréquence donnée, ça veut dire que V, il est fonction de N. Donc V, c'est une fonction de N. Donc, c'est que l'indice de réfraction, il dépend de la fréquence. L'indice de réfraction dépend de la fréquence parce que lambda aussi, il dépend de la fréquence. Donc, tout ce qu'il faut à retenir pour ces ondes, je crois que j'ai bien rappelé ceci dans le cadre des séances de révision pour le national. J'espère que tout est clair et je vous donne rendez-vous prochainement pour la deuxième séance de révision dans la deuxième partie de ce domaine onde, c'est le sous-domaine de les réactions nucléaires ou bien l'activité nucléaire. Donc, à cet instant-là, je vous remercie et à la prochaine séance.